Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va commencer. Bienvenue. Merci d'être venus. Et ce soir, on a la chance de recevoir le docteur Messika Revel qui nous vient de l'école d'ingénieurs Unilassal à Rennes et qui va nous parler des plastiques, des microplastiques et de leurs effets sur les écosystèmes. Donc je vous laisse avec Messika. Bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci beaucoup à la Fondation Evertea de m'avoir invitée pour réaliser cette conférence sur les microplastiques. Donc effectivement, moi je suis enseignante-chercheuse en écotoxicologie, je suis biologiste à l'origine. Et donc j'enseigne à des étudiants au niveau bachelor et ingénieur et j'ai les cours pas très sympas où je parle de polluants toute la journée et notamment des microplastiques en quantité. Donc l'objectif de cette conférence, c'est, alors il y a peut-être certains d'entre vous qui auront déjà vu certaines des informations que je présente, mais l'objectif, c'est que vous ayez un petit peu une idée du type de plastique qui peuvent être émis dans l'environnement sous forme de particules. On va voir un petit peu la présence et les effets sur différents écosystèmes, plutôt les écosystèmes marins, un petit peu le sol aussi quand même, parce que c'est un écosystème qui est de plus en plus étudié et dans lequel on retrouve de plus en plus de plastique, et puis un tout petit peu aussi de l'air. Alors, je pense que vous avez malheureusement déjà un peu vu ce type d'image. On a été sensibilisé depuis plusieurs années à la présence de gros morceaux de plastique dans l'environnement, dans différents types de milieux. Alors le milieu marin, c'est un peu le milieu qui a été premièrement étudié parce que c'est là vraiment où on s'est rendu compte des quantités de plastique déversées. Donc les organismes se retrouvent soit pris au piège, donc comme on le voit avec cette tortue et cet emballage de canettes, ou alors ils peuvent ingérer le plastique, donc ils peuvent prendre ça pour des aliments, soit à cause de la couleur, de la forme, de certains qui vont avoir un effet un peu d'appétence, parce qu'il peut y avoir des algues qui se développent dessus par exemple, ou d'autres petits organismes. Donc évidemment, c'est une ingestion accidentelle et les organismes ne peuvent pas s'alimenter correctement. Et ça peut bloquer leur système digestif aussi et provoquer des blessures. Alors, proche de nous, je vous ai mis ça pour vous montrer qu'en fait, on a des images à travers le monde, mais on a aussi des exemples près de nous. Donc, dans les Landes, on avait retrouvé dans le ventre d'une baleine échouée 16 kilos de plastique. Alors, évidemment, dans l'environnement, les pollutions sont multiples, mais c'est un exemple assez frappant. Là, on peut vraiment, effectivement, cibler l'explosion de ce type de polluant dans un estomac qui a forcément des conséquences importantes sur l'alimentation. Ce qui fait que ces animaux ne peuvent plus s'alimenter correctement. Donc, c'est des exemples frappants qu'il faut avoir en tête parce que ces emballages-là viennent très souvent de la terre. Il y a aussi des plastiques comme les filets de pêche pour les milieux marins, mais il y a beaucoup d'emballages qui viennent de la terre. Donc, c'est quelque chose dont tout le monde doit avoir conscience puisqu'on est à la source de cette pollution. Et quelque chose d'un peu plus surprenant, potentiellement, c'est la présence de plastique dans les abysses. Donc, vous savez, dans les grandes profondeurs. On a retrouvé, donc il y a des scientifiques qui ont analysé la présence de microplastiques dans des petits organismes, des tout petits amphipodes, donc des tout petits crustacés. Et ils ont identifié donc des fibres dans à peu près 70% des échantillons qu'ils ont analysés. Donc, le plastique a une durée de vie extrêmement longue. Il est capable de se disperser dans beaucoup de milieux, de parcourir de très longues distances. Et donc, il se retrouve également dans nos profondeurs. Donc, c'est quelque chose d'assez alarmant. Je vous ai dit, c'est pas, voilà, mes interventions ne sont pas super fun. Mais à la fin, je vous promets, on va discuter un petit peu des perspectives et des choses qui sont positives qui peuvent être mises en place. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le plastique ? Donc, je pose souvent cette question à mes étudiants qui, normalement, le savent, mais pas tous. Donc, ça provient en fait du pétrole brut. Le pétrole brut qui est raffiné, on va avoir plusieurs couches. Et en fait, chaque couche va servir à différents types d'applications. Il y a à 150 degrés ce qu'on appelle le naphtha qui va être utilisé en pétrochimie. Qu'est-ce que c'est le plastique ? En fait, on parle de polymère. Pourquoi on parle de polymère ? Parce qu'à partir donc, de ce naphtha, on va créer différents types de matières plastiques sous forme de monomères. Donc, je vous donne un exemple d'un type de plastique, c'est le polystyrène.
il faut imaginer les petits styrènes qui vont s'associer comme des colliers de perles et qui vont former après la matière plastique sous la forme de polymère. Donc c'est ça qui peut être utilisé. Donc les styrènes vont s'associer et vont donner du polystyrène. Donc c'est comme ça qu'on produit le plastique. Il est produit donc à partir de ce pétrole raffiné en petits granulés, et après on va pouvoir le modifier, en faire différents types de plastique, lui ajouter différents types d'additifs qui vont ajouter donc des propriétés, ils vont les rendre plus ou moins opaques, transparents, souples. Et donc on va avoir différents types d'applications. Et en fait, les applications sont tellement nombreuses que le plastique s'est répandu dans beaucoup d'activités. Parce qu'en fait, c'est un processus assez simple et à la base assez peu coûteux. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve finalement partout. Alors, quelques chiffres à avoir en tête. Alors déjà, on a une explosion de la production de plastique depuis les années 50, qui est donc exponentielle. Alors, on a de plus en plus conscience des dégâts de notre mauvaise gestion des déchets plastiques, mais l'utilisation, pour l'instant, n'est pas prévue de diminuer, sa production non plus. 17 millions de barils de pétrole sont utilisés chaque année pour produire du plastique. On a 5 billions, donc 5 000 millions de sacs plastiques qui sont utilisés tous les jours. Donc, vous avez déjà entendu certainement, on a différents pays qui ont interdit les sacs plastiques à usage unique. Alors, c'est pas pour ça qu'ils ont totalement disparu. Hein, la pollution, elle est mondiale. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut quand même avoir des sacs plastiques dans certains endroits. C'est juste qu'il y a la mention sac réutilisable. Mais en fait, c'est presque le même sac. Voilà. C'est juste qu'il n'est plus censé être à usage unique. Vous devez le garder avec vous. Donc ça peut expliquer pourquoi finalement on a quand même énormément de sacs plastiques qui sont encore utilisés. On a 40 à 50% des plastiques à usage unique qui sont jetés en moins d'un mois. Alors soit parce que finalement les gens s'en séparent, soit parce qu'ils vont s'abîmer, hein, même s'ils sont censés être réutilisés. On a 24,5 millions de tonnes de déchets plastiques qui ont été générés également en Europe en 2020. Et alors tous les ans, la production de plastique augmente. Les derniers chiffres datent de 2023. On parle de 413 millions de tonnes de plastique. Donc ça augmente tous les ans. Il y a un tout petit ralentissement au début du Covid, et puis après, c'est remonté comme avant. Alors, le plastique, c'est des quantités de matériaux produits et aussi des déchets qui sont générés, mais on a aussi la production de CO2 via cette industrie, avec 95 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par l'industrie plastique chaque année, puisque vous savez qu'il y a une partie des déchets plastiques qui vont être collectés. Donc certains, en fait, les bouteilles en PET sont plutôt bien recyclées, mais la plupart des éléments en plastique ne sont pas, on ne sait pas les recycler en fait. Et donc souvent on les brûle pour réutiliser la chaleur derrière, mais ils sont quand même brûlés. Et des fois, la chaleur n'est pas réutilisée. Hein. Ça, je vous parle d'un niveau mondial, donc tous les pays ne font pas ça. Mais on a des régions en France, voilà, qui collectent en fait les plastiques et qui réutilisent la chaleur émise lors de l'incinération. Mais donc, c'est responsable de 95 millions de tonnes de CO2. Et on a 50% des déchets plastiques qui sont européens. Donc, pour vous illustrer, parler un petit peu de la France, parmi les emballages, on a différents types d'applications. Donc moi, j'étudie les effets des polluants et notamment des particules de plastique sur l'environnement. Ce qui m'intéresse, c'est les plastiques finalement qu'on va le plus retrouver dans l'environnement. Ce ne sont pas tous les plastiques qui sont produits. D'accord ? Les plastiques qui sont utilisés pour l'automobile, donc solide, pour les ameublements, loisirs sportifs, le BTP, l'électrique, l'électronique, on peut en retrouver dans l'environnement, mais ce ne sont pas ceux qu'on retrouve le plus. Ceux qu'on retrouve le plus en tant que plastique dégradé, ce sont les emballages, 45,5%. Les plastiques, en fait, les films, les plastiques à usage unique, dans l'alimentaire, dans les magasins quand on voit les produits très emballés. Donc, on retrouve beaucoup de ces emballages-là dans le milieu.
Après, on va voir qu'on retrouve aussi d'autres types de plastique auxquels on pense parfois un petit peu moins. Le plastique, il pose un problème parce qu'en fait, c'est un matériau qui est très stable dans le temps. Et en fait, son utilisation, pour beaucoup de secteurs de consommation, est vouée en fait, à être utilisée très rapidement. Si vous faites vos courses et que vous avez plein d'emballages, vous rentrez à la maison, vous allez enlever tout le suremballage, vous allez ranger. Et en fait, ce plastique, c'est dommage parce qu'il est là pour être stable pendant très très longtemps. Donc, alors c'est difficile de mettre des chiffres. On dit jusqu'à 600 ans. En fait, ça va dépendre dans quelles conditions le plastique il est stocké. Est-ce qu'il est à l'air libre? Est-ce qu'il va être dans l'eau? Est-ce qu'il va être soumis aux rayons UV? Est-ce qu'il va être en contact de micro-organismes? En fait, tous ces éléments vont plus ou moins altérer, accélérer sa capacité à se fragmenter et des fois à être même dégradé. Mais ça, c'est plus compliqué. Le plastique, c'est quand même très stable. Donc, et le filet de pêche, on dit, c'est le plastique qui va mettre le plus de temps à se dégrader. Donc, quand on parle de plastique, moi, je vais vous parler plutôt des particules, donc les gros plastiques qui se fragmentent en petits morceaux. On parle beaucoup de macroplastiques. Donc, les macroplastiques, c'est les macro-déchets. Hein, ça va être si vous faites des fois des nettoyages de plage, vous trouvez des déchets sur la plage, hein, des bouteilles, des lingettes, des couches. Donc, ça, on parle plutôt de macroplastiques. Les mésos, ça va être les morceaux, mais bien visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin d'une loupe. On n'a pas besoin de microscope. Et après, on va passer à une échelle plus petite, les microplastiques, donc de taille inférieure à 5 mm, et après les nanoplastiques, donc là on parle de l'échelle du nanomètre, où là ce sont des petites particules qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, beaucoup plus petits qu'un demi-cheveu. Et donc là, ce sont des particules qui, de par cette taille très faible, ont le potentiel de s'infiltrer dans tous les milieux et de rentrer dans les organismes et de pénétrer même différents organes, parce que leur taille est très très petite. Et ce sont les nanoplastiques qui nous posent actuellement le plus de difficultés en termes de suivi et d'analyse, parce que les équipements scientifiques ça évolue, mais c'est encore compliqué de pouvoir les suivre correctement et de pouvoir vraiment comprendre comment ils fonctionnent et de pouvoir doser en fait leur présence dans différents tissus. Ce que l'on voit et ce qui est le plus présent, c'est plutôt micro-nano. Donc les microplastiques, ils sont classés en 2 catégories. On parle de plutôt microplastiques primaires et secondaires. Les primaires, c'est les microplastiques qu'on va produire sous la forme de taille micrométrique. Donc les microbilles, par exemple, qu'on ajoute dans les produits cosmétiques. Donc elles sont interdites en France sous la forme de microbilles depuis plusieurs années. Les granulés, utilisés par l'industrie aussi. Et après, on a les microplastiques secondaires qui viennent, eux, de la fragmentation de gros morceaux. Ces éléments se retrouvent dans l'environnement et c'est ces éléments-là qu'on peut retrouver dans différents milieux. On peut les trouver dans des zones urbanisées, donc proches de grandes villes, mais on en retrouve aussi dans des zones reculées. Vous verrez des exemples après. Par exemple, on en retrouve dans des lacs alpins, dans des glaciers, dans des zones éloignées, des zones montagneuses. Donc, on les retrouve un petit peu partout. Donc, parmi les microplastiques primaires, vous avez les microbilles, mais on a classé également les particules qui proviennent de l'usure des pneus et des fibres textiles. Donc, les fibres textiles, on a beaucoup de vêtements qui sont en matière synthétique. Et quand on met les vêtements dans la machine à laver, les petites fibres vont s'échapper des systèmes classiques d'évacuation et vont se retrouver dans le milieu. Donc ça, c'est une source importante. Aussi dans l'air, en fait, les fibres sont, les vêtements sont assez, alors pas sensibles, mais si vous frottez les tissus en fait en matière synthétique, vous avez des fibres qui vont se disperser dans l'air. Donc on en retrouve de plus en plus. Au début, on s'y intéressait pas trop, juste parce que nos techniques ne permettaient pas forcément de beaucoup les analyser. Mais en fait, on en retrouve également beaucoup. Et aussi, donc ça commence aussi à sortir pas mal de projets là-dessus, ce sont l'usure des pneus, puisque les pneus, donc, classiquement, c'était fait avec du caoutchouc, mais en fait, maintenant, donc les pneus, c'est fait aussi avec un type de polymère
pétro-sourcés, et donc à classer dans les types de microplastiques. Et donc, a priori, voilà, on en retrouve également beaucoup. Donc, on a des collègues qui travaillent aussi sur cette thématique-là. Donc là, si on s'intéresse un petit peu au devenir de ces particules dans l'environnement, alors c'est des chiffres qui donnent un peu mal à la tête, enfin qui donnent un peu le tournis. Vous avez des fois des fourchettes. En fait, on analyse des échantillons, on fait de la modélisation et voilà, ça nous permet d'avoir des données chiffrées. Et ça évolue en fait. Au fur et à mesure des années, les équipements s'améliorent, le nombre d'échantillons augmente. Et en fait, plus les échantillons analysés augmentent, plus les techniques s'améliorent, plus finalement on retrouve de plastique, plus les chiffres augmentent. Donc c'est ce qui peut expliquer que des fois vous allez peut-être avoir d'autres chiffres. Donc à l'échelle mondiale, on estime qu'aujourd'hui, la quantité de plastique dans les océans, elle s'élève entre 75 et 200 millions de tonnes. Donc c'est, puisqu'on a une augmentation croissante depuis les années 50 et que le plastique peut être relativement stable. En fait, le plastique, vous avez des zones, par exemple des bouteilles qui ont coulé et qui ne sont pas au contact de la lumière, qui sont au contact pas de micro-organismes. Et du coup, ces bouteilles sont très stables. Donc, dans les fosses des Mariannes, il y a des zones où il y a des bouteilles qui datent des années 50, 60 et qui n'ont pas bougé. Vous avez aussi... donc, ça représente le plastique dans le milieu marin, 85% des déchets marins. Et on estime qu'on a entre 4 et 12 millions de tonnes qui sont déversées par an. Donc en fait, c'est les déversements, donc l'origine elle est diverse. Hein. Vous avez des gestions des choses non intentionnelles, accidentelles. Vous avez le fait que les plastiques qui vont en décharge, certains vont s'envoler. Et vous avez une grande quantité de plastique en fait à traiter. Et pas toujours les structures qui sont appropriées pour ça. Et puis vous avez des zones où les mondiales dans le monde où finalement les déchets sont rejetés directement dans des zones à ciel ouvert et qui peuvent se déverser dans le milieu. Donc c'est ce qui fait que ces chiffres peuvent être impressionnants. Et on estime qu'on aurait 24 400 milliards de particules de microplastiques qui flotteraient à la surface des océans. Alors ce sont des estimations aussi parce que finalement les particules, elles bougent dans le milieu. Elles peuvent rester à la surface. Elles peuvent être colonisées par des petits organismes écoulés. Elles peuvent être transportées par les courants. Elles peuvent remonter. Donc nous, quand on fait des échantillonnages, on reste à des zones soit en surface, soit plutôt les premiers mètres. Donc il faut faire beaucoup d'échantillonnages pour pouvoir avoir une bonne idée. Mais en fait, elles bougent tout le temps, les particules. Donc on soupçonne qu'on sous-estime toujours un peu la présence vraiment de ces particules, puisqu'on ne peut pas analyser à des profondeurs importantes des volumes d'eau très importants. Puis on a aussi les sédiments, donc vous savez, ces zones dans les fonds comme de la terre, hein, mais dans le milieu marin, qui seraient aussi une source importante donc, de dépôt de microplastiques et qui peuvent altérer aussi la vie au niveau de ces sédiments-là. Et donc là, on peut faire des carottes de sédiments pour analyser les quantités de plastique, mais on ne peut pas le faire non plus partout, tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on estime que c'est 24 400 millions de particules qui flottent et que certainement on sous-estime un peu. Donc finalement, ces particules, elles se retrouvent là parce que alors soit les microplastiques primaires ont été déversés, soit les gros déchets se sont fragmentés par l'action des micro-organismes, du vent, des UV. Et c'est toute la chaîne alimentaire qui peut être impactée, puisqu'on a différentes tailles, microplastiques, nanoplastiques. On a tout ce qui va être petit organisme, microalgues, le zooplancton, qui va pouvoir ingérer certaines de ces particules, les organismes un peu plus gros aussi, et puis finalement, les petits zooplanctons vont être mangés, les petits poissons par les gros poissons, etc. Donc c'est ce qui fait que ces plastiques-là, finalement, on les retrouve partout. On retrouve au début, quand on a commencé à travailler dessus, moi j'ai commencé à travailler en 2017, et c'est vrai qu'on commençait un petit peu à regarder un petit peu dans tous les organismes, est-ce qu'on a du plastique ou pas. On n'en retrouverait jamais dans les mêmes proportions. Des fois, on avait des grosses quantités, des fois des petites quantités. Mais en fait, ce qui nous interloquait, c'est que tout le temps, on en retrouvait. Dans tous nos échantillons, on en retrouvait un petit peu.
Et alors la chaîne alimentaire, donc, on est là aussi, hein. Donc on en parlera un tout petit peu à la fin, mais au niveau de l'océan, pas que, mais en mangeant des produits de la mer, on peut être aussi amené à ingérer ces microplastiques. Alors ces microplastiques, ils sont ingérés au niveau de la chaîne trophique. Ils vont pouvoir être transportés sur de longues distances. Je vous disais, ils sont capables de suivre les courants. Ils agissent en fait comme des petits radeaux. Donc, ils peuvent transporter des virus, des bactéries, des petites algues sur leur dos. Ils vont pouvoir se promener et ils vont pouvoir amener des nouveaux micro-organismes potentiellement dans des milieux où les organismes n'étaient pas censés les rencontrer. Donc, il peut y avoir un effet de dispersion potentielle de pathogènes. Et on a aussi différents paramètres, comme les additifs, qui vont également pouvoir être diffusés. Les plastiques dans le milieu peuvent aussi absorber à leur surface des polluants qui étaient présents, qui n'ont rien à voir avec eux. Donc ça peut être des pesticides, par exemple, ou certains métaux lourds. Ils vont pouvoir les absorber, et puis quand ils vont être ingérés par des organismes, potentiellement, ils vont pouvoir diffuser ces substances-là. Donc ils vont agir un peu comme un petit cheval de Troie. Donc il y a différents... en fait, c'est une petite bombe, hein, parce que les microplastiques, finalement, il y a l'effet du plastique en lui-même, des additifs qu'on a mis à la base, et quand ils se retrouvent dans le milieu, s'il y a des polluants qui sont déjà présents, il peut aussi potentiellement les absorber et les diffuser. Donc, il y a différents effets qu'on commence de mieux en mieux à comprendre, mais il y a beaucoup de substances, il y a beaucoup d'éléments, donc les recherches continuent. Donc, je vous disais, quand on recherche la présence de ces éléments, on en retrouve un peu partout. Alors ça ressemble à ça, vous avez des fibres, des fragments, des granules. On observe ça à la loupe binoculaire, au microscope. On utilise des outils pour pouvoir identifier de quel type de polymère il s'agit. Est-ce qu'il est vieilli? Alors, on ne peut pas savoir depuis combien de temps il est dans le milieu, mais on peut un peu estimer son taux de dégradation. Et donc ça, par contre, ça prend du temps. En général, on a beaucoup d'échantillons, beaucoup de monde sur les projets, beaucoup de super stagiaires qui nous aident, parce que les analyses sur les microplastiques, ça prend beaucoup de temps. On retrouve ces éléments donc, dans des poissons, des crevettes, des mollusques en général. On en retrouve aussi dans des aliments, comme de la bière, du miel. Donc les concentrations en termes de particules ne sont pas toujours énormes. Parfois oui, parfois non. Mais quasiment de façon systématique, on retrouve des fibres ou des fragments dans les éléments qu'on analyse. Alors, moi j'ai travaillé sur les huîtres et les moules, des organismes qui filtrent beaucoup d'eau. Et donc, ils sont capables de filtrer l'eau et d'ingérer des microplastiques. Ils sont aussi capables d'en éliminer pour les particules les plus grosses. Mais les plus petites particules, c'est elles, alors soit des tout petits microplastiques, soit des nanoplastiques, ce sont ces particules qui ont le potentiel plutôt d'être accumulées et de rester en fait dans les organes, qui ne vont pas pouvoir être éliminées du système digestif. Donc c'est un cocktail, les microplastiques, parce qu'en plus, on a plusieurs types de polymères. Je ne vous ai pas mis trop le détail, je vous ai montré l'exemple du polystyrène, mais on a aussi du polyéthylène, du polypropylène. Ça, c'est les plus utilisés dans les emballages, notamment les emballages alimentaires et les sacs à usage unique. On a tout ce qui est PVC, donc ça, c'est plutôt le plastique un peu plus solide. Ça peut être dans les habitations ou dans des produits un peu plus solides et qu'on garde un peu plus longtemps, pour le coup, que les emballages. Et puis, on a différentes formes, différentes tailles de particules. Donc, c'est un type de polluant qui est vraiment un peu comme une famille. On parle de polluants éternels comme les PFAS, par exemple. On parle aussi des familles de phtalates. Mais en fait, les microplastiques aussi. Alors, il y a un élément aussi important, c'est qu'on a les additifs qu'on connaît sur les plastiques, donc que les industriels connaissent, ils utilisent tel type d'additif pour telle propriété. Mais dans les processus de production des plastiques, on a aussi des additifs surprises, non intentionnels. Et ceux-là, on les retrouve si on chauffe le plastique. Donc ça, je le redirai à la fin, mais
je casse un peu les pieds à tous mes proches qui le font. Les tupperwares en plastique, on ne les met pas au micro-ondes, puisque la chaleur avec le plastique, ça diffuse les additifs dans les aliments. Et donc, on diffuse des additifs qu'on connaît, mais aussi des additifs qui ont été mis de façon non intentionnelle. Donc, la chaleur, c'est quelque chose... S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est de ne pas mettre la chaleur au contact des emballages plastiques. Donc, il y a différents types de recherches qui existent sur le milieu marin. Je vous ai pas tout mis parce que je ne voulais pas focaliser sur ça. Globalement, les particules sont capables d'avoir des effets sur la reproduction et la croissance. Donc, l'effet physique des particules qui vont pouvoir s'accumuler en fait, dans le tube digestif vont pouvoir bloquer l'alimentation. Donc, à terme, ça peut aussi avoir un effet sur la survie. Les petites particules peuvent altérer certains organes, comme les organes reproducteurs, et donc il peut y avoir un effet sur la reproduction. Au niveau des cellules des organismes, il y a différents effets qui ont déjà été mesurés et observés. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé sur les moules et les huîtres. Donc, sur des moules, on avait observé... on avait essayé de les exposer à des très faibles concentrations, donc proches de ce qui peut être identifié dans des milieux donc soit très fortement urbanisés, soit peu. Et on a vu que même les concentrations très très faibles pouvaient avoir un impact sur certains paramètres cellulaires, notamment le système immunitaire et le stress oxydant. Donc le stress oxydant, c'est quand on a une augmentation du taux de radicaux libres qui est non maîtrisée dans l'organisme. Et donc, on a remarqué que les organes de la moule répondaient aussi de façon différente. L'organe filtreur, donc les branchies, premier organisme contact, cet organe va être très sensible à notre forte concentration. Le système digestif, lui, il va être plus sensible aux petites particules qui ont réussi à pénétrer, puisque en fait, les gros agglomérats sont coincés dans les branchies. Les petites particules arrivent à continuer leur chemin et elles vont avoir un effet sur le système digestif. Donc, on a aussi un effet de taille d'agglomérat en plus de l'effet concentration. Donc ça, c'est un exemple, mais on a beaucoup d'études qui montrent que finalement, on a l'effet des microplastiques et on a aussi les effets des additifs. Il y a eu une conférence qui a parlé un petit peu des perturbateurs endocriniens récemment, qui l'a bien présenté. Ces perturbateurs endocriniens sont présents dans les plastiques sous forme d'additifs et peuvent avoir des effets importants sur le système reproducteur, le système nerveux également, des organismes. Donc ça, c'était un petit peu pour parler du milieu marin. Là, on va rapidement parler d'un exemple au niveau de l'atmosphère. Donc il y a quelques études qui existent, qui s'intéressent à la présence, à la dispersion de ces particules. Alors, quand on parle de pollution de l'air, on parle beaucoup de tout ce qui va être particules fines. Donc souvent, c'est des chercheurs qui ont travaillé sur les particules fines qui s'intéressent aussi aux microplastiques et qui s'aperçoivent que finalement, on retrouve aussi beaucoup de ces particules en plastique dans l'air. Donc là, je vous ai donné deux exemples, un exemple en France et puis un exemple là à Londres. Donc là, c'est une zone urbanisée. Donc vous allez me dire, c'est peut-être pas trop choquant. C'est une zone urbanisée, donc on s'attend potentiellement à ce qu'il y ait pas mal de microplastiques présents. Donc effectivement, ils ont retrouvé des microplastiques dans des dépôts atmosphériques dans le centre de Londres, des fibres et parmi des particules aussi beaucoup de fragments, donc 63% de fragments, de taille plutôt autour de 100 micromètres. Et parmi les polymères, beaucoup de polypropylène, polyéthylène, PET pour les bouteilles. Donc ça, ce sont les plastiques qui concernent plutôt les emballages. Donc lié vraiment, ça a vraiment un lien avec la zone qui est très urbanisée. Le type de plastique repéré, ce sont surtout des plastiques qu'on retrouve dans les emballages. Donc ici, on se tourne plutôt de notre côté. Donc il y a une étude qui a suivi pendant 5 mois dans les Pyrénées.
au cœur des Pyrénées ariégeoises, les dépôts de particules de plastique. Donc une zone, je vous ai mis la photo parce que je la trouve magnifique. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une zone plutôt isolée, la ville est loin. Donc l'objectif, c'était d'essayer de voir est-ce que cette zone est préservée en termes de plastique. Donc ils ont réussi à mettre en évidence les chercheurs, donc ce sont des chercheurs du CNRS qui ont travaillé là-dessus, des plastiques dans les pluies et les neiges tombant dans les Pyrénées, 365 particules de plastique par mètre carré par jour. Donc ce sont en fait des chiffres qui sont comparables à une grande métropole, notamment Paris. Donc c'est ce qui présente en fait l'action, le déplacement. Les microplastiques ne restent pas en place. Ils sont très légers, les fibres sont très légères également. Donc elles peuvent être retrouvées dans différents types d'écosystèmes, même si elles n'ont pas été produites finalement dans ce milieu-là. Elles n'ont pas été produites dans ces Pyrénées, elles viennent d'ailleurs, mais elles s'y retrouvent quand même. Elles sont capables finalement d'être transportées sur plus de 95 km. C'est ce qu'a réussi à estimer cette équipe. Le transport se fait via le suivi du cycle de l'eau, puisque je vous ai dit, en fait, on en retrouve dans les pluies, dans les glaces, donc ça peut s'évaporer, retomber, être déplacé. Donc ça, dans l'océan, ça suit les courants, mais en fait, dans l'atmosphère aussi, ça va suivre les vents et ça va se déposer un peu partout. Donc, même si on pense être un peu à l'abri dans des belles zones comme ça, malheureusement, on a aussi des particules de plastique. On va parler un petit peu du sol maintenant. Donc les sols et les pratiques agricoles. Donc ça fait quelques années qu'on commence à s'intéresser à cet écosystème-là. Pendant très longtemps, c'était plutôt le milieu marin. On a commencé ensuite à s'intéresser au continent, milieu d'eau douce et le sol. Donc on sait que la plupart des déchets qu'on retrouve dans le milieu proviennent des activités. Et en fait, les activités agricoles aussi ont un rôle dans la dispersion du plastique. Donc on a les dispersions qui proviennent d'activités intentionnelles ou non intentionnelles. On estime qu'on a une utilisation de plastique en agriculture par an entre 8 et 10 millions de tonnes. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et on peut avoir la présence de microplastiques. Donc ça peut être rejeté donc de façon non intentionnelle parce que c'est utilisé dans certains secteurs, mais on ne veut pas forcément disperser ces microplastiques dans ce milieu-là. Donc si on utilise par exemple des serres avec des bâches en plastique et qu'elles sont abîmées, on va avoir une dispersion de particules de plastique. Et on a une activité assez importante, donc c'est le mulching, donc je sais... en français, on va transformer ça en système de bâche. Hein. Vous les avez peut-être déjà vus. Donc, c'est des systèmes qui permettent, en fait, à l'origine, de réduire l'utilisation de certains pesticides en isolant et en évitant qu'on ait des herbes indésirables qui poussent et de protéger de certains animaux. Sauf que, en fait, finalement, on retrouve ces bâches dans les sols. Fragmentés en petits morceaux qui sont parfois très âgés. Donc ça devient une source importante de fragments de plastique. On a aussi la dispersion non intentionnelle. Donc non intentionnelle, oui c'était intentionnel pardon juste avant, là c'est non intentionnel. Donc ça concerne les amendements du sol. Donc ça va être l'utilisation des boues des stations d'épuration. Puisque vous savez, on va rejeter donc, des fibres plastiques qui vont passer les systèmes d'eau et il n'y aura pas forcément de filtre approprié. Et donc, ils vont se retrouver dans les boues des stations qui vont être réutilisées avec les plastiques à l'intérieur et des fois les eaux aussi qui peuvent être réutilisées, les eaux usées. Si on estime qu'elles sont bonnes, qu'elles ont un bon taux d'azote et qu'elles sont bonnes pour le sol. Donc, ces éléments-là font qu'on va avoir une dispersion non intentionnelle, puisqu'en fait on a voulu enrichir le sol en azote, en carbone, en matière organique, mais cette matière organique est accompagnée de microplastiques. Le compost aussi, on retrouve des traces de microplastiques dans le compost. Alors s'il est fait, vous savez, vous avez on peut retrouver des petites étiquettes en fait, de fruits et légumes qui n'ont pas été enlevés et qui se retrouvent dans le compost. Et après, ce compost, on le met dans le sol, et en fait, les étiquettes sont toujours présentes. Donc, c'est un exemple.
de transfert. Alors, on a différents paramètres qui vont en fait influer sur la dispersion et la migration des particules dans le sol. Elles vont pouvoir migrer de façon horizontale et verticale. Donc ça va dépendre des caractéristiques du sol. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des pores? Est-ce que les plastiques vont se déposer en fait dans des creux? Ou est-ce qu'ils vont plutôt être un peu dispersés? Est-ce que le sol est aéré? Donc avec les pluies, est-ce que les particules vont un petit peu descendre? La présence des organismes aussi, si on a des champignons, des bactéries, des petits invertébrés qui sont capables de mélanger le sol. Vous savez que les vers de terre font ce qu'on appelle la bioturbation, donc ils sont responsables du mélange du sol, ils montent, ils descendent, et donc ils sont capables vraiment de mélanger le sol, et donc ils pourraient mélanger, disperser donc, ces particules de plastique. Les méthodes d'exploitation vont aussi avoir un effet. Donc, quelle est la méthode de culture? Est-ce qu'on utilise des gros équipements mécaniques? Est-ce que c'est fait plutôt manuellement? Les conditions climatiques aussi. On a une alternance de périodes sèches et humides. On va avoir un sol différent et la dispersion des plastiques est aussi différente. Donc ça, il y a des études qui ont été faites notamment en Chine. Ils ont comparé plusieurs sites, des zones montagneuses, des zones avec des alternances de sécheresse, d'humidité. Et ils ont vu qu'il y avait une différence en termes de quantité de particules. Donc ça pouvait aller de 3 à 3000 particules par kilo de sol. Donc des grandes variations en fonction du type de culture, en fonction du sol en lui-même aussi. Et puis la présence de vent aussi peut avoir un impact, et la présence de gel. Donc ça, ce sont pour les caractéristiques un peu du sol. Si on regarde ce qui se passe en France, donc ça a été publié en janvier 2025, les résultats d'une étude donc très récemment. C'est un projet ADEME mené par des chercheurs de l'INRAE et de l'IRDL, qui s'est intéressé à différents types de sols, qui a essayé d'estimer en fait la proportion de microplastiques et la proportion de sols contaminés aux microplastiques. Donc ils ont identifié sur 33 échantillons que 3/4 des sols analysés étaient contaminés en microplastiques, ce qui représente 76% de leur échantillon. En termes de particules, en moyenne 15 particules de microplastiques par kilo de sol sec. Donc 15 particules, ça ne paraît pas forcément énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de 15 particules, alors déjà c'est une moyenne, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas moins à certains endroits, mais pas aussi beaucoup plus. Et puis vous avez le plastique, mais n'oubliez pas, vous avez les additifs aussi qui peuvent avoir un rôle. Et on le verra après, vous avez les effets directs des particules et puis des effets aussi indirects, parce que le fait qu'il y ait du plastique dans le sol, ça peut perturber la vie du sol de différentes manières. On le verra après avec un autre exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé, donc les échantillons provenaient de différents types de sols, grandes cultures, prairies, des vergers, des vignes. Et donc vous avez une grande proportion qui était contaminée. Et il y avait un seul échantillon de forêt sur 4. La bonne nouvelle peut-être. Et donc ça, c'est dans le cadre aussi d'un projet ADEME. C'était pour vous montrer les types de matières qui avaient été étudiées pour estimer un petit peu l'origine de la présence de ces plastiques dans le sol. Donc, comme je vous disais en fait tout à l'heure, ils ont analysé, ils ont retrouvé des plastiques au niveau de bouts de stations d'épuration, des déchets verts, des composts, des déchets résiduels, des digestats, des effluents d'élevage agricole. Et donc, 166 échantillons sur 167 contenaient des microplastiques. Donc ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est lié en fait à nos activités. Hein. Ces éléments sont en contact avec nos activités à nous et se retrouvent contaminés. Donc ça, c'est juste pour faire le lien avec les impacts et les risques que ça pose sur les organismes du sol. Donc, les microplastiques sont capables de passer et vont pouvoir éventuellement perturber les racines des plantes directement, vont pouvoir aussi pénétrer un peu plus profondément dans le sol selon les activités, selon la nature du sol et des organismes, et potentiellement peuvent altérer la vie des bactéries, de protozoaires comme des amibes, des vers de terre et différents types d'organismes qui creusent.
Donc, c'est la vie du sol finalement qui va pouvoir être altérée. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais en gros, il y a des chercheurs qui s'intéressent sur les éléments qui vont pouvoir être perturbés si on a des microplastiques dans le sol. Ce qui ressort, c'est que on a un impact potentiel plutôt des petites particules, donc les petits microplastiques, donc plutôt à taille de moins de 50 micromètres, et surtout les nanoplastiques, donc les plus petits, qui vont pouvoir être absorbés par les racines et qui vont pouvoir remonter au niveau des plantes et altérer la germination, la production même de fruits, la biomasse globale qui va être réduite. Donc ces petites particules vont aussi pouvoir avoir un impact sur la photosynthèse, donc si on regarde au niveau cellulaire, parce que les plus petites sont capables de rentrer dans les cellules et donc de perturber les systèmes cellulaires. Et donc, ce sont majoritairement ces petites particules. Donc ça, c'était juste un exemple sur le soja. Une étude qui avait montré que les plus petites particules de microplastique étaient capables d'activer le système antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres. Donc, c'est un signe qu'il y a une augmentation en fait, du stress oxydant émis par la présence de microplastiques. Donc, si on regarde un peu les organismes, alors tous les organismes vont pouvoir être en contact. On observe que les invertébrés qui sont en contact avec les microplastiques, potentiellement, ils peuvent avoir un impact sur la reproduction et la survie. Donc, quand je vous dis potentiellement, c'est qu'en fait, on a fait des études souvent au laboratoire avec certains types de plastiques, certaines concentrations, pour essayer de comprendre les effets potentiels. On n'a pas encore d'études qui permettent de faire un lien direct entre la présence de plastique dans un sol et l'absence ou la diminution du nombre de vers de terre, parce qu'on a beaucoup de polluants différents. Donc là, ce sont des études menées au laboratoire. Et donc en termes d'exemple, voilà, il y a une étude qui a essayé de regarder les effets des microplastiques sur des colamboles, et ils ont remarqué donc une baisse du nombre de juvéniles, donc la reproduction altérée, et une baisse du nombre d'adultes, donc un impact sur la survie au bout de 28 jours d'exposition à des microplastiques, donc entre 0,05% et 1% du sol contaminé. Donc je vous disais, on a différents types d'impacts sur la survie, la croissance, des dommages au niveau du système digestif potentiellement, et une diffusion, comme dans le milieu marin, une diffusion dans la chaîne alimentaire en fait, qui peut remonter effectivement jusqu'à nous, puisqu'il y a des chercheurs qui retrouvent des plastiques, par exemple dans des fruits ou des légumes. On en a retrouvé dans des feuilles de salade, par exemple. Donc si on mange la salade, on mange le plastique avec. Et donc, on a presque... Pour finir sur le sol, il y a de plus en plus de scientifiques ou d'industriels qui se penchent sur l'utilisation de bâches plutôt biodégradables pour éviter justement d'avoir ces problèmes avec le plastique qui va persister et qui va s'accumuler dans le sol. Alors, est-ce que c'est mieux? Ces bâches biodégradables, ça veut dire qu'elles vont se fragmenter plus rapidement. Alors finalement, il y a beaucoup d'effets. Il y a des effets directs, donc bâches biodégradables sur le sol. Ces fragments sont capables d'être incorporés dans le sol après le labour, puisque du coup, on ne les enlève pas, on laboure. Il y a toujours des additifs. Les plastiques biodégradables ont aussi des additifs, les mêmes que ceux qui ne sont pas classés biodégradables. Donc si on a un effet des additifs, même s'ils sont biodégradables, ce n'est pas mieux. On a aussi l'effet indirect. Donc là, l'effet indirect, c'est le fait que la bâche est une barrière physique. Donc en fait, ça modifie l'humidité, la pénétration de la lumière, les échanges gazeux, et donc les micro-organismes du sol vont être altérés. Donc ça va modifier en fait les communautés microbiennes, puisqu'il y a certaines espèces de bactéries, par exemple, qui vont s'accommoder des nouvelles conditions, et d'autres qui ne vont pas du tout apprécier et qui vont peut-être grandement diminuer ou disparaître. Donc, l'écosystème finalement microbien va être différent. Donc, si vous voulez mon avis, ce n'est pas mieux. Donc, les microplastiques constituent aussi des nouveaux habitats. Je vous disais, dans le milieu marin, ils peuvent être colonisés. Ben, en fait, dans le sol, c'est pareil.
il y a des organismes qui vont pouvoir coloniser ces microplastiques et s'en servir comme des nouveaux substrats. Pas forcément mieux non plus s'ils sont sur le plastique plutôt que d'être dans le sol. Et donc les additifs peuvent aussi avoir des impacts. Donc on va finir sur... C'est presque fini, mais un petit coup sur la santé humaine, tout petit peu. Donc, c'est pas pour faire peur, mais comme de toute façon, c'est ce qu'on étudie de plus en plus. C'est bien de le savoir et c'est bien de savoir ce qu'on peut faire pour un petit peu éviter ça. Donc, on retrouve... alors, souvent dans les articles, c'est écrit microplastique. Très souvent, c'est quand même des nanoplastiques, hein, ou alors des microplastiques vraiment très petits. Alors, on en a retrouvé, messieurs, dans les testicules. Alors, les échantillons qui ont été étudiés proviennent de cadavres. Hein. Donc ils ont étudié des humains et aussi des chiens. Et ils ont identifié une proportion importante de microplastiques dans les testicules au niveau des individus. On en a retrouvé aussi jusqu'au placenta. Donc pareil, les plus petites particules. Et on retrouve aussi dans le cerveau. Donc ça, c'est très récent. C'est au Canada. Alors, ils estiment qu'on aurait une cuillerée, jusqu'à une cuillerée de petites particules de plastique dans le cerveau. Et eux, ils font un lien, en fait... à café, oui. J'ai dit soupe ? Non, un café. Une louche. Non, une cuillère à café. Et donc, par rapport à l'historique des personnes dont ils ont pu obtenir ces résultats, ils font un lien en fait avec la santé mentale. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié. Vous savez qu'on fait aussi le lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale. Et bien là, on commence aussi à le faire avec les microplastiques. Alors, une bonne nouvelle dans cet article, c'est qu'ils conseillent... Donc, si on veut faire un changement drastique, c'est supprimer les bouteilles d'eau jetables, puisqu'en fait, c'est une source importante de diffusion de microplastiques. Donc, justement, d'où viennent ces microplastiques ? Donc, des aliments, des emballages alimentaires, de l'eau, alors l'eau de boisson, l'eau en bouteille surtout. On peut en avoir aussi dans nos systèmes de l'eau du robinet, mais plus dans les eaux de bouteille. Et on estime qu'on pourrait avoir entre 0,1 g et 5 grammes d'ingestion de plastique par semaine. C'est une grande fourchette parce que ça dépend beaucoup en fait des pratiques, des modes de vie, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de chiffres figés. Et les altérations possibles, donc le système digestif, une modification de la paroi intestinale, de l'inflammation, surtout des petites particules qui vont pouvoir finalement altérer le système digestif et le rendre plus sensible. Donc à des maladies par exemple, des modifications du microbiote. Donc si on les ingère, on peut avoir différents organismes qui vont réagir de façon différente à ces particules. Et donc on a aussi retrouvé donc des petits microplastiques au niveau de sang, d'échantillons de sang, et de selles aussi humaines, et aussi de bébés. Donc on en trouve dans plein de types d'échantillons. Alors vous allez me dire, ok, c'est la déprime. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, un peu mondial, l'aspect un peu politique. Donc il y a le traité mondial contre la pollution plastique qui a été lancé il y a plusieurs années avec différentes dates de négociation. Alors, la dernière réunion de négociation n'a pas abouti. L'objectif, c'est que 192 pays arrivent à se mettre d'accord pour réduire à la source les plastiques, pour améliorer le recyclage et faire plein de choses. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce qu'il y a plusieurs pays qui n'étaient pas d'accord pour réduire à la source. Mais ça continue. Voilà, les négociations continuent. Il y a beaucoup de scientifiques impliqués. Les pays européens, et dont la France, sont très moteurs là-dessus. J'ai beaucoup de collègues scientifiques qui participent aux délégations et qui essayent de se battre pour faire avancer les choses. Mais voilà, on ne peut pas attendre ça non plus. Hein. Donc, il y a des choses à faire. Première chose, je vous ai dit déjà tout à l'heure, le chaux et le plastique, non. S'il y a quelque chose que vous pouvez diffuser autour de vous, c'est on ne met pas de chaux avec le plastique. Si on veut préserver à minima sa santé et aussi celle de l'environnement. Il y a quelque chose qui est sorti, c'est le No Plastic Challenge. Alors, sans aller jusque-là,
c'est bien si on peut changer une chose déjà petit à petit. Si on veut se dire demain je passe au zéro plastique, en général on va s'effondrer, ça ne marche pas. Petit à petit, une action à la fois. Moi je sais que j'ai commencé par enlever les tupperwares en plastique et acheter une gourde, et essayer de me déplacer avec. Après c'était la tasse de café réutilisable. Il y a des choses, regardez dans votre quotidien en fait une chose assez simple que vous pouvez supprimer. Ça motive, hein. Ça peut inspirer des proches de vous aussi, en même temps. Et après, petit à petit, on continue comme ça. Mais pas, si vous êtes trop drastique au début, en général, c'est compliqué. Pas trop se culpabiliser aussi. C'est bien de faire des actions pour se protéger, pour protéger le milieu, mais des fois, on fait ce qu'on peut, hein. J'ai un enfant en bas âge, il y a des choses des fois qui n'existent pas et qui sont compliquées. Donc, on essaye de faire le mieux possible et on essaye de pas trop culpabiliser si possible et surtout d'en parler autour de soi. Moi, je sais quand j'ai changé certaines choses, j'ai des collègues du coup qui ont fait pareil. Donc ça peut faire boule de neige assez rapidement. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez lever les mains si vous avez des petites questions. Bonjour, tout d'abord je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui était très clair, synthétique et très imagé, donc merci beaucoup. Merci. Moi je passe juste sur l'aspect santé, vous avez dit des microparticules, des nanoparticules de plastique qui circulaient dans le sang. Est-ce qu'il y a un lien avec plaque d'athérome, maladie cardiovasculaire, AVC et microplastique, ou est-ce que c'est juste uniquement l'étude sur les maladies dégénératives ? Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire des liens directs, surtout pour les nanoplastiques, parce que en fait, les méthodes de dosage, de quantification sont encore à être perfectionnées et on est au contact de tellement de substances que c'est encore difficile de faire un lien direct avec un problème de santé, et, notamment cardiovasculaire. L'inflammation, un petit peu plus. Mais pour l'instant, l'aspect cardiovasculaire, j'ai pas l'impression, pas trop pour l'instant. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Question très terre à terre. On a quasiment tous une bouilloire chez nous. Si on est ici, on a sûrement fait l'effort de ne pas avoir une bouilloire en plastique et probablement en métal ou autre. Et celle-ci a sûrement un filtre pour éviter le calcaire. Et ce filtre est sûrement en plastique. Et donc ma question, c'est de savoir s'il vaut mieux avaler du filtre, des bouts de filtre en plastique ou avaler du calcaire. Alors moi, là, en verre, il n'y a pas de filtre. Non. Mais en fait, j'allais dire, il faut surveiller l'état de votre filtre. Il y a déjà un peu moins de plastique que si la bouilloire entière est en plastique. Mais l'idéal, ce serait qu'il n'y en ait pas. Et de la laver au vinaigre de blanc de temps en temps. Oui, merci pour votre exposé. Vous l'avez déjà un peu abordé, mais par rapport aux eaux en bouteille, finalement, qu'est-ce que vous conseillez alors ? Nous, on n'achète plus d'eau en bouteille plate. Par contre, on aime l'eau pétillante. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut la bannir ? Est-ce qu'on la transvase dès qu'on la porte à la maison ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en plus, est-ce que c'est les microplastiques qui migrent du plastique vers l'eau ? Ou est-ce que c'est les additifs ? Ou est-ce que c'est les deux ? Alors effectivement, pour les bouteilles, vous avez l'aspect bouchon. Alors les bouchons ont un petit peu changé, donc ça permet de s'assurer qu'on ne les perd pas. Mais à chaque fois que vous ouvrez et vous fermez la bouteille, en fait, ça génère des microplastiques. Si la bouteille est conservée longtemps aussi, qu'elle vieillit, vous avez les additifs et puis des plastiques aussi qui peuvent se diffuser. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... Des fois, on pense faire une bonne action en gardant ces vieilles bouteilles d'eau. Non, ne gardez pas. Mettez-la à recycler et en plus, c'est un des seuls plastiques qui est bien recyclé. Donc voilà. Il y a des bouteilles d'eau pétillante en verre, je crois. C'est moins pratique, mais ça existe. Ah, ça n'existe pas sinon. Il n'y a que dans les restaurants ? Si. Et alors, je crois qu'il y a certaines marques, mais alors je ne sais pas où ça en est, qui parlaient en fait, il y a des endroits maintenant où vous pouvez venir avec votre gourde ou votre bouteille en verre et puis prendre l'eau pétillante. Comme ça vous évite d'avoir une bouteille. Mais c'est plutôt, je crois, dans les magasins vrac, bio. Je crois que j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas dans les grandes surfaces. Je ne pense pas que ça existe encore dans les grandes surfaces. Mais sinon, il y a certaines villes. Alors,
à Rennes, ça n'existe pas, mais je sais qu'ils ont mis ça à Paris. Il y a des fontaines d'eau gazeuse aussi maintenant. Ouais, donc faut essayer. Puis s'il y a quelque chose qui n'existe pas et que vous voulez que ça existe, faut pas hésiter aussi à le dire, à en parler autour de vous. Je ne sais pas si vous connaissez des gens impliqués dans les mairies ou où vous habitez. Enfin, faut pas hésiter des fois à se relayer, à intégrer des groupes pour dire en fait, il faudrait développer ce service-là, parce que des fois, ça existe ailleurs. Et donc, s'il y a suffisamment de gens qui vont s'en saisir, ils vont se dire il y a peut-être un marché, quoi. Donc, mais sinon, oui, ce serait plutôt un autre type d'emballage où, si c'est occasionnel et que après, une fois que vous gardez pas longtemps la bouteille, ça va. Le mieux, effectivement, ce serait de l'acheter, de la transvaser direct et puis de la stocker. Et voilà, comme ça, au moins, vous vous débarrassez vite de la bouteille. Oui, il y a des choses qui existent maintenant. Oui. Je suis surprise pour l'aluminium, parce que souvent vous parliez de gourdes, mais souvent les gourdes sont en aluminium aussi, donc comme l'aluminium. Alors il y a de l'inox qui existe, et puis il y a des gourdes en verre aussi. Moi j'ai une gourde en verre légère. Oui, sinon. Mais il y a du plastique dans l'aluminium, donc. En fait, ça dépend un peu du type de gourde que vous achetez. Je pense qu'il y a de tout. Il y en a qui ont une couche de plastique, comme ça vous évite de la nettoyer trop souvent. Si vous achetez un truc un peu brut, ben là, il n'y a pas, et du coup, il faut la nettoyer assez régulièrement. Après, c'est quand même moins, entre guillemets, à risque qu'une gourde en plastique. Il y a des chercheurs, je crois que c'était, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'était aux Pays-Bas, qui ont mis une gourde de sport au lave-vaisselle et qui ont analysé les substances qui passaient dans l'eau. Plus de 200 composés, ils ont identifié, des additifs connus et des additifs surprises. Donc, les gourdes en plastique avec le chaud, non. Est-ce que vous savez s'il y a des évolutions par rapport à la gestion des déchets? Parce que actuellement, la gestion des déchets pose problème avec les plastiques, parce qu'en fait, très peu de plastiques sont recyclés. Il y a, par exemple, on voit dans la région là, avec le Citrade autour de Valence, on avait avant un tri de papier, carton, plastique. Maintenant, on met tout ensemble parce que avec les boîtes de conserve, donc, il y a des choses qui vont être soufflées, d'autres aimantées, des choses comme ça. Mais en fait, une grosse partie va partir à l'incinération. Donc, du coup, là, on va retrouver de nouveau, je pense, des particules de microplastiques un peu partout. De même au niveau du tri de ce qu'on appelle la poubelle grise, celle qui n'est pas triée, il avait été mis en place un système avec un digesteur qui permettait de séparer les matières mouillées, donc les épluchures pour les gens qui ne font pas de la séparation avec le compost. Et avec ce compost-là, donc il faisait un compost qui voulait revendre aux paysans. En fait, il y a une dizaine d'années, ils n'arrivaient pas à le vendre, hein, parce que justement, il est plein de microplastiques, plein de particules, de toxiques, de choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il va y avoir des normes qui vont nous permettre de faire des choses plus propres? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un secteur très crado, très polluant. Oui, alors effectivement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'utilisation des plastiques et notamment des emballages associe parfois plusieurs types de plastiques ensemble. Et donc ça coûte trop cher à séparer pour après recycler derrière. Donc par exemple, vous avez des emballages où il y a un peu de plastique, puis après il y a une petite fenêtre, et puis après dessous c'est solide. Bon, là, en fait, il y a plusieurs types de plastiques, de composés, et donc ça, c'est pas possible de recycler. Vous avez le coût aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains plastiques qui coûtent plus cher à recycler qu'à faire des nouveaux, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a certains... Nous, on lutte pour que certains des emballages ne soient plus utilisés, en fait, parce que si on compte que sur le recyclage pour ces plastiques-là, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a des choses qui sont faites. Alors vous avez la poubelle jaune où vous mettez tout dedans. C'est pas inutile, même s'il y a beaucoup de choses qui sont pas recyclées, c'est pas inutile parce que ça donne quand même une indication de la quantité, du tonnage. Et pour recycler certains polymères, il faut que ce soit rentable aussi. Donc ça donne une indication. Mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on ne peut pas tout attendre de recyclage, quoi. Il y a des choses, les bouteilles, je vous dis, c'est ce qui est le mieux recyclé. Mais les emballages fins, que ce soit cosmétiques, alimentaires, ça c'est... Je ne vois pas trop, pour l'instant, d'amélioration là-dessus.
et aussi sur le fait qu'on a souvent des emballages avec plusieurs types de composés, de matériaux. Donc ça, c'est compliqué de séparer et de valoriser derrière. Donc il y a du travail qui est fait pour essayer d'accélérer le recyclage de certaines matières, mais il y en a certains emballages qu'il faut absolument baisser, quoi. Oui. Bonjour, merci pour votre exposé. Est-ce qu'on peut considérer que les pneus dont vous avez parlé, parce que c'est un problème important, sont constitués de plastique dans leur ensemble? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que les pneus, c'était à partir du caoutchouc, mais ça, c'est vieux, je pense. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont que du plastique et des microparticules? Parce que vu l'augmentation du poids des véhicules, il est évident que et c'est en plus des microparticules qui sont diffusées sur tout le territoire avec une diffusion extrême. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur la composition des pneus? Alors justement, moi je me posais une question parce que au début je travaillais, je vois les pneus, je dis mais c'est du caoutchouc naturel, c'est quoi le... Et en fait non, c'est parce que maintenant il y a un polymère d'élastomère qui est utilisé pour les rendre bien souples, et donc ça c'est du plastique en fait, c'est un polymère. Donc des fois souvent c'est un mix, c'est un mélange souvent. Donc il n'y a pas que ça, mais c'est un mélange, et donc du coup il y a du plastique dedans. Et donc ça en fait du coup un microplastique qu'il va falloir suivre. Donc ouais. Mais après voilà. Alors moi je travaille pas spécifiquement sur ça parce que c'est une problématique particulière, mais effectivement il n'y a pas de raison que ça diminue, malheureusement. Bonsoir. Oui, pardon. Bonsoir. Et la pellicule blanche qui est à l'intérieur des boîtes de conserve, oui, c'est également des microplastiques? Oui. Alors, comme c'est un produit alimentaire, moi je me méfie plus des additifs qui sont présents. On met des additifs pour la conservation, pour éviter qu'il y ait des développements microbiens. Donc moi c'est plus l'aspect additif qui pourrait m'inquiéter, mais oui effectivement c'est une couche de plastique aussi. Donc après c'est aussi le plastique, il va être instable surtout avec la chaleur et l'usage. Donc si c'est quelque chose qui a été produit, qui est utilisé rapidement, en fait c'est plus qu'est-ce qu'on va faire du déchet derrière. Et pour votre santé après, ça va plus être lié aux additifs. Mais oui, effectivement, c'est une couche de plastique. Bonsoir, merci pour votre exposé. Le plastique, il vient forcément du pétrole ou il y a des alternatives végétales ou Oui, biosourcées. Biosourcées, ouais. Et du coup, est-ce que c'est les mêmes problématiques qui vont se poser ou ça va devenir aussi des microplastiques mais végétaux? Ou c'est que le microplastique du pétrole qui est pas bon? Alors non, alors effectivement. Donc il y a le plastique pétrosourcé non biodégradable, il y a le plastique pétrosourcé biodégradable, c'est-à-dire qu'on lui a ajouté des additifs pour qu'il puisse plus facilement se casser en petits morceaux. On a le plastique qui est donc à partir de biomasse végétale, qui peut être parfois dégradable dans un compost industriel à très forte température, pas dans votre jardin. Il y a un moment donné, il y a quelques années, il y a des premiers emballages comme ça qui étaient sortis, et j'ai des collègues qui avaient mis dans leur compost et c'était resté. Et donc après, on avait vu, ah non, en fait, il faut que ce soit un compost industriel. Okay. Et vous en avez qui vont se dégrader plus facilement dans des conditions un peu meilleures qu'un compost industriel, mais là, il y en a très peu. Et en fait, encore, dans les plastiques qui vont être réalisés à partir de biomasse végétale, on ajoute encore des additifs dessus, en fait. Donc, on a encore la problématique liée aux additifs qui restent. Parce qu'en fait, si on ne met pas d'additifs, très souvent, les plastiques, ils ne vont pas pouvoir être utilisés parce qu'ils vont se fragmenter vite, ils vont pas avoir beaucoup d'avantages, en fait, pour l'industrie. Donc, on ne va pas pouvoir beaucoup s'en servir. C'est pour ça qu'il y a toujours des additifs pour l'instant dessus. Donc, il y a des recherches actuellement, justement, pour essayer d'identifier des plastiques qui seraient... avec des ressources naturelles, mais qui ne feraient pas concurrence non plus à l'alimentation, puisqu'on a une réduction des terres cultivables, donc il ne faut pas que ce soit en compétition. Donc il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, et aussi sur la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aussi, quand on a un plastique qui est écrit « Ah bah c'est biodégradable, c'est biosourcé », on va être peut-être va faire moins attention, comme on gère sa fin de vie. S'il faut qu'il soit stocké dans des conditions particulières, il faut qu'il y ait la filière, tout simplement.
J'étais à une conférence sur le plastique avec un monsieur qui développait des lunettes avec donc du plastique biosourcé. Ça venait, je ne sais plus, d'un procédé qui venait d'Inde. Et en fait, pour les recycler, il fallait revenir dans sa boutique, quoi. Mais donc, c'est pas forcément super pratique parce qu'il n'y a que lui qui faisait ça pour l'instant en France. Donc, il faut aussi que ce soit bien trié en fait derrière. Donc, c'est en cours d'étude pour que ce soit plus facilement utilisable. Mais pour l'instant, il y a des additifs, il y a des effets aussi sur l'environnement, il y a des effets d'appétence. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pas encore la solution. On ne peut pas remplacer le plastique pétrosourcé par du plastique biosourcé qui sera super, quoi. Pour l'instant, c'est pas possible. Il faut quand même passer par une réduction du plastique de façon générale pour les emballages. Il y a des secteurs où il n'y a pas d'alternative et où ils sont plutôt pas trop mal gérés. Donc, on s'attarde surtout à ceux qui sont mal gérés, qui n'ont pas lieu d'avoir une durée de vie extrêmement longue pour un usage extrêmement court. Donc c'est pour ça qu'on se focalise quand même beaucoup sur les emballages. J'ai une deuxième question. Je voudrais aborder le polystyrène parce qu'à une époque, dans la commune où j'habite, dans la déchetterie, il y avait un ramassage spécifique pour le polystyrène. Donc j'ai dit super, il y a une filière pour ça. Sauf que ça s'est arrêté très rapidement. Et par ailleurs, quelques temps après, j'ai visité une entreprise ou une usine, je ne sais plus, ou un centre de traitement qui recyclait le polystyrène en le compactant, qui faisait des blocs de polystyrène très très durs. Donc je voudrais savoir où ça en est par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une filière qui s'est mise en place ou est-ce que le problème n'est pas réglé? Parce que franchement, le polystyrène, c'est une catastrophe. Tout du moins, c'est visible. Oui. Alors, ce n'est pas des microplastiques, mais les billes sont... Alors si, ça fait partie des microplastiques, on en retrouve. C'est des micros, oui. Oui, alors vous pensez au polystyrène un peu avec expansé, le polystyrène expansé dans les emballages surtout. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi tous les pots de yaourt qui sont en polystyrène. Je pensais surtout au polystyrène expansé dans les emballages. Oui. Alors je sais que le polystyrène, en fait, donc celui-là, en fait, si derrière on arrive à utiliser une méthode mécanique pour le recycler, c'est gérable. Mais en fait, s'il faut passer par une méthode chimique pour faire un nouveau matériau, pour l'instant, le polystyrène, ça coûte trop cher pour recycler comme ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est valorisé en brûlant, la plupart, surtout par exemple les pots de yaourt. Mais ça coûte pour l'instant, on a à peu près la technologie, mais ça coûte trop cher pour l'instant à faire. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de le mettre dans la poubelle jaune pour qu'on ait une idée du tonnage pour que ce soit développé. Mais la limite, c'est ça, c'est que c'est très compliqué en fait à recycler le polystyrène. Et donc à moins de faire une méthode mécanique pour les gros morceaux de polystyrène. Là, par contre, j'ai pas trop d'informations sur à quel point c'est développé. Dans ma région, ça l'est pas. Moi, on parle plutôt du polystyrène autre, vraiment pour les pots de yaourt, qui est très répandu et que lui est compliqué et cher à recycler. Parce que pour le recyclage, il faut mettre un nouveau plastique à chaque fois dedans, en fait. Je voulais avoir une information par rapport au plastique et matières grasses, puisque j'avais entendu dire que ça migrait beaucoup plus dans les matières grasses, donc de conserver des aliments, par exemple, dans des emballages plastiques, poser problème, notamment pour les perturbateurs endocriniens, mais peut-être aussi pour d'autres substances. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Alors, les microplastiques auraient tendance à migrer dans la matière grasse. Les substances qui ne sont pas très bonnes dans les plastiques auraient tendance à migrer beaucoup plus dans de la matière grasse. Par exemple, dans une bouteille d'huile, par exemple, ça migrerait plus que dans une bouteille d'eau. Ça se transmettrait plus au contenu qui est ensuite ingéré. Oui, alors en fait, vous avez un certain nombre de polluants qui vont pouvoir se bioaccumuler donc, dans les graisses. Donc justement, vous avez des polluants plutôt persistants comme on parle des polychlorobiphényles, des phtalates qui vont pouvoir s'accumuler plus facilement dans les graisses et du coup rester là à l'échelle de la vie. Donc effectivement, si on est au contact de plastique tout au long de notre vie, les additifs vont potentiellement effectivement pouvoir s'accumuler plutôt dans les graisses. Et donc s'ils sont dans les graisses, ils ont tendance à y rester et c'est là qu'ils peuvent avoir des effets éventuellement sur la santé. Donc ce qui est un peu difficile, c'est qu'on a donc plusieurs additifs sur les plastiques qui sont connus, qui sont classés en tant que perturbateurs endocriniens et donc avec lesquels on est en contact en fait depuis des fois la naissance ou même in utero. On a déjà été en contact avec. Donc
une fois qu'ils sont là, ces éléments-là, bon, bah, il n'y a rien de spécifique qu'on peut faire pour les enlever. On peut juste éviter d'en accumuler trop. Voilà. Mais en fait, il y a tellement de substances différentes. Il peut y avoir des effets sur la perturbation endocrinienne. Vous avez des substances qui vont avoir des effets des fois sur le diabète. Enfin, c'est très très large. Et c'est vrai que c'est une constante chez certains types de polluants qui sont attirés par les graisses. Et donc, dans ces types de polluants-là, effectivement, on a des additifs plastiques qui sont attirés par les graisses et qui vont y rester et avoir des effets sur le long terme, des effets chroniques plutôt. Après, il faut que les doses soient quand même... voilà, il faut une certaine dose pour que ça agisse, mais on sait qu'on est au contact de différents types de polluants et on est au contact de tellement de matériaux plastiques qu'en fait, on est au contact de beaucoup de ces additifs. On a des systèmes de défense qui nous aident, mais si ces systèmes sont dépassés, bah là, on a des maladies qui peuvent se déclencher. Oui. Merci pour la présentation. J'ai bien aimé le fait de finir sur une touche positive. Et du coup, c'est pas vraiment une question, mais je me permets de réagir là-dessus et de vous partager une initiative qui est locale. C'est une entreprise qui s'appelle la Fab Unit, qui recycle des anciens canoës qu'on utilise dans la Drôme, dans le coin, et qui en fait des mobiliers, donc du mobilier pour les entreprises ou les particuliers. Et je trouvais ça intéressant et c'était histoire de partager. Voilà, ils sont basés à Eure, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est top parce que c'est pour du mobilier. Ce que j'aime moins, c'est quand c'est pour des vêtements, des bouteilles qui deviennent des vêtements ou des baskets, enfin des choses qui vont s'user en fait. Le mobilier, voilà, quand c'est des meubles ou des choses à peu près stables, voilà, c'est bien, c'est une bonne initiative de recycler pour faire un nouvel objet. Quand c'est quelque chose qui va passer à la machine à laver, qui va rediffuser encore des fibres, en fait, on tourne en rond, quoi. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'on peut vraiment parler de biodégradabilité des plastiques? C'est plus de la biodéfragmentation, mais la biodégradabilité, à moins qu'il y ait des bactéries, j'ai entendu parler de bactéries, mais ça reste une bonne recherche, c'est tout. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de biodégradabilité des plastiques actuellement. Alors merci, c'est ce que je dis toujours en cours à mes étudiants. On dit biodégradable, mais je préfère biofragmentable. Parce qu'en fait, pour être classé biodégradable, donc il faut que le plastique soit dégradé dans un temps donné. Mais en fait, en fonction de la façon dont il va être stocké, en fonction des éléments, bah, voilà. Et puis en fait, ils vont être dégradés, mais est-ce qu'ils vont vraiment être assimilés par des organismes? Est-ce qu'ils vont rester sous la forme de nanoplastiques? Voilà, donc c'est pour ça, je suis d'accord, moi je préfère le terme de voilà, fragmentabilité. Parce qu'on ne sait pas toujours jusqu'où vraiment ils disparaissent en fait. C'est pas toujours évalué correctement. L'idéal, ce serait ça. Et effectivement, donc il y a des bactéries qui sont capables de récupérer le carbone en fait des polymères, mais c'est dans des conditions particulières en fait. C'est pas des conditions environnementales. Donc c'est plus du travail en laboratoire. Petite question. Je passe à madame après. Vous avez fait un constat qui est très clair, mais votre constat il donne aussi des pistes un peu vers les causes et les responsables, j'ai envie de dire. Votre exemple, notamment sur les bâches qu'utilisent des agriculteurs, il est quand même assez frappant. Est-ce que vous avez écho aujourd'hui d'initiatives plus du côté juridique, mais donc de collaboration chercheurs juridiques pour en fait faire un procès au mec qui a vendu ces bâches-là à un agriculteur? Parce que le terrain, c'est l'outil de travail de l'agriculteur. Il lui a pollué son outil de travail. Alors, moi, je ne travaille pas directement sur le sol. J'ai une collègue qui travaille un petit peu sur cette thématique, mais c'est extrêmement récent. Donc, on commence vraiment à analyser la présence de ces plastiques et à faire des liens avec les pratiques, mais c'est très récent. Donc après, il faudrait remonter. Il faudrait voir quand ces bâches ont été mises en place, qu'est-ce qui avait été indiqué comme utilisation. Est-ce qu'on leur avait dit de les laisser? Est-ce qu'on leur a dit de les enlever? Il faut creuser effectivement pour savoir d'où viennent ces pratiques-là. Mais on retrouve des morceaux de ces bâches sur plusieurs mètres de profondeur parfois. Donc, moi j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur les pesticides, mais il y a la question du coup aussi de la présence en plus de ces plastiques dans des sols qui sont pauvres en petits invertébrés ou en organismes. Mais effectivement, il faut remonter pour voir un peu d'où viennent un peu ces pratiques et qu'est-ce qui avait été indiqué.
Oui. Moi, je voulais poser une question, merci déjà pour votre conférence, sur les emballages dans les supermarchés, tout ce qui est cru, la viande, le poisson qu'on achète, qui est emballé avec des plastiques. Alors, quelle est l'influence sur notre nourriture, si vous avez mieux. Oui, ça passe, ça peut se retrouver dans vos aliments, les barquettes de viande dans du polystyrène, par exemple, ce genre de choses, les emballages. Donc oui, ça peut contaminer, effectivement. Est-ce qu'on dit qu'il y a une influence? Mais il y a donc une toxicité. Une toxicité, on sait qu'il y en a. Oui. Voilà, on sait qu'il y en a. Après, faut faire un lien de cause à effet, c'est un peu compliqué. Mais on sait que ça passe. Oui. Dès que vous avez un aliment emballé, c'est pour ça, en fait, quand on parle d'emballage, alors à son échelle, petit à petit, on change, mais essayez de vous poser la question, en fait, qu'est-ce que je peux enlever? Est-ce que je peux aller chez un boucher avec mon tupperware plutôt que d'acheter, voilà. Donc, c'est petit à petit, mais en fait, oui, ça passe par tous ces emballages-là. Très, très bien. Surtout dès que c'est en contact direct avec l'aliment. C'est ce que je me suis posé comme question. Oui. Grâce à votre conférence, quand même. Ça m'a éveillé l'esprit parce que beaucoup de personnes, je pense, sont dans ma situation aussi. Dans un supermarché, on achète de la viande, tout est sous vide. Tout est emballé. On peut acheter aussi à la coupe, comme on dit, dans le terme. Mais donc, c'est bien la société actuelle de consommation. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, surtout? Alors, en fait, vous avez un pouvoir important dans ce que vous achetez, vous, finalement. Parce que quand je parle à des industriels, la peur, c'est de perdre le consommateur. Ils ont peur de changer parce qu'ils ont peur que les gens n'achètent plus. Changer les habitudes, il faut changer les... Oui, mais alors c'est pour ça que je vous dis commencer par quelque chose de pas trop compliqué, qui est assez simple, qui vous enquiquine pas trop parce que sinon vous retournez en arrière. Voilà. Et en fait, plus c'est fait, plus les industriels voient qu'il y a un marché, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a du vrac maintenant dans les supermarchés? Parce que les gens ont commencé à acheter en vrac, en fait. Donc c'est pareil, en fait, tout ce qui est emballé, tout ce qui est suremballé. Mais c'est très dur, parce qu'en fait, c'est très pratique pour plein d'aspects. Au début, quand ils ont instauré, c'était aux États-Unis, l'usage unique, il fallait jeter le gobelet, plus de tasse à café. En fait, les gens ne voulaient pas. Ils nettoyaient tout ce qui était jetable en plastique parce qu'ils ne voulaient pas jeter. Et maintenant que l'habitude est prise, en fait, c'est dur de revenir en arrière parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc, on commence par des choses qui sont gérables à son niveau et en fait, plus c'est réalisé, plus ça peut faire quand même bouger les choses. Parce que nous, il y a des industriels, je sais, qui avaient enlevé l'emballage de pots de yaourt pour enlever une couche d'emballage et ils avaient vu une baisse de leur chiffre d'affaires parce que les gens ne reconnaissaient plus le produit. À l'inverse, alors c'est juste pour vous montrer que si ça accompagné, ça fonctionne. Je crois que c'est une marque, alors je ne peux pas dire la marque, je sais pas. Il y a une marque de bouteille d'eau qui a changé, c'était coloré, le plastique était coloré, et donc ça c'est très très compliqué à valoriser derrière. Donc ils ont rendu transparente leur bouteille. Iconique, qui était verte, est devenue transparente. Sauf qu'ils ont fait une super campagne de pub derrière, et donc ils n'ont pas eu de baisse de chiffre d'affaires, parce que les gens ont reconnu du coup le produit. Ils n'ont pas fait ça de façon un peu marginale. Donc voilà, c'est un mélange de... Aussi, les industriels doivent changer, mais ils doivent voir qu'il y a quand même une envie derrière, parce que sinon, ils ont peur de perdre le marché. Vous avez parlé de la chaleur. Oui. Est-ce que le froid, lorsqu'on met des choses, je sais pas, des tupperwares en plastique au congélateur, par exemple, est-ce que ça joue aussi ou pas du tout? Alors, ça joue pas sur les additifs. Ça peut jouer par contre des fois sur le plastique parce que selon la qualité, ça peut peut-être le fragiliser et du coup le fragmenter. Donc, ce serait plutôt les microplastiques si c'est trop froid. D'accord. Ouais. Donc, microplastique c'est trop froid, additif si c'est chaud. Oui, moi je mets le vert. Merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de nanoplastiques dans l'eau du robinet? Alors, en fait, ça va dépendre beaucoup du réseau. Parce qu'en fait, les tuyaux, ça va dépendre de leur état. Donc, il y a beaucoup de variations. On sait qu'on en retrouve, mais les quantités varient. Et alors, on parle un peu plus de micro que de nanoplastiques parce que c'est encore difficile d'analyser précisément les nanoplastiques. Alors la deuxième question, c'est est-ce que le filtre à charbon retient les microplastiques? Alors, il est réputé... Alors, certains disent qu'ils les retiennent. Bon, c'est une méthode quand même assez physique, hein, la filtration. Donc, les plus petites... Je sais pas trop. Moi, j'ai un filtre pour tous les polluants, mais je me fais pas trop d'illusions sur les particules de plastique. Voilà, c'est plutôt pour les polluants chimiques. Hein. C'est pas mal déjà. Et ben parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je te mets les salles d'attente.
Donc merci d'avoir été présent. Et donc juste une petite info sur la prochaine conférence qui aura lieu le 14 mai avec Catherine Laine qui viendra nous parler de la sensibilité des arbres. Donc ce sera bien sûr à la médiathèque ici même. Merci beaucoup.